Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Vous motivez ma priorité qui est un groupe d'échange de bons conseils pour ceux qui souhaitent développer un business en ligne. J'ai compris aujourd'hui que les personnes qui souhaitaient réussir sur le web ont besoin de témoignages de ceux qui ont accompli leur projet. Donc je suis Sherazade et je vous présente mon invité d'aujourd'hui qui est Astrid Le Fur du blog et de la chaîne YouTube Partage ton Burnout. Astrid est coach certifiée experte en prévention et accompagnement du burn-out. Elle est aussi conférencière et auteure du livre Du burn-out au burn-out, les 7 étapes vers la renaissance. Sa passion est d'accompagner les individus et les entreprises à développer et nourrir leurs talents. Donc Astrid, qui est devenue rapidement une auto-entrepreneuse à succès, nous présente aujourd'hui ses secrets pour développer un business en ligne grâce au coaching. Elle vous dira tout ce qu'il faut savoir pour débuter sur le web et commencer à gagner un revenu en coaching. Elle est avec nous aujourd'hui pour répondre à mes différentes questions. Donc cette interview dure moins d'une heure. Alors soyez attentifs, installez-vous correctement et prenez note. Alors ma première question, Astrid, qu'est-ce qui te motive à te lever chaque matin ? Ce qui me motive à me lever chaque matin, c'est vraiment cette sensation que j'ai en moi, que je suis en train d'accomplir quelque chose qui est important pour moi. Je le fais non pas parce que j'ai monté un business en ligne ou parce que j'ai envie de faire quelque chose de commercial, mais parce que je sens que ce à quoi je contribue à travers mon activité est important pour ce que je veux apporter dans le monde. D'accord, donc au niveau, présente-nous un petit peu ton parcours professionnel pour que les gens comprennent un petit peu ton cheminement, puisque c'est vrai que tu as une belle expérience professionnelle. Tu as fait plusieurs activités et aujourd'hui, tu accomplis vraiment ce que tu veux faire, c'est vraiment aider les autres et les entreprises. Donc, explique-nous un petit peu ton parcours. Donc, au départ, je suis ingénieure de formation. Donc, pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé dans l'industrie, l'agroalimentaire notamment, en tant que chargée de programme de recherche. Et donc, mon objet premier, c'était développer des nouveaux produits, des produits nutritionnels notamment. Et puis en 2016, j'ai travaillé une période d'épuisement, un burn-out. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir différemment à la façon dont je voyais le travail et ma contribution au monde. C'est à partir de ce moment-là qu'est arrivé le début de ma réflexion. Aujourd'hui, je suis indépendante, coach professionnel et j'interviens aussi bien auprès des entreprises sur des problématiques managériales de type communication, leadership, et puis aussi sur ce sujet dont tu as parlé et dont le livre qui est d'ailleurs derrière moi est l'objet, qu'est le burn-out. Donc pour les entreprises, c'est mieux le comprendre pour pouvoir le prévenir en amont. Et puis pour les particuliers, c'est pour les personnes qui l'ont vécu, c'est se dire, ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour moi, pourquoi j'en suis arrivée là, et qu'est-ce que je fais concrètement pour aller mieux aujourd'hui. Donc aujourd'hui, mes interventions, elles se centrent vraiment sur ces deux éléments. Auprès des entreprises, sur des thématiques d'ordre managérial, comment est-ce qu'on fait pour créer une entreprise qui fonctionne bien, tout en ayant un équilibre qui est durable dans le temps et qui est écologique au sens large, pas au sens uniquement de l'environnement, mais qui est bon pour chacun, bon pour l'entreprise, bon pour les salariés. Et puis auprès des personnes qui s'épuisent, pour avoir toute cette réflexion, de se dire notamment, et c'est vraiment mon message le plus profond sur ce sujet, c'est comment je peux transformer cette épreuve en une opportunité pour me créer une vie plus alignée avec moi. C'est très intéressant. Il y a pas mal de choses que j'ai soulignées. Déjà, première question, ton burn-out en 2016, c'était dû à quoi exactement ? Il y a plusieurs causes. Ce que j'explique quand je parle du burn-out, c'est qu'il y a 6 grandes causes qui génèrent le burn-out dans les environnements de travail. Et souvent, c'est un mélange de tout ça. Globalement, on retrouve souvent un mélange de surcharge de travail, de manque de soutien, c'est-à-dire que soit on n'a pas su demander l'aide, soit on ne l'a pas trouvé, de manque de reconnaissance, j'avais envie de faire tout ça pour obtenir quelque chose en retour et j'ai pas eu ce qui était à la hauteur de ce que moi j'en attendais. Et puis souvent, on trouve des éléments qu'on reconnaît d'ailleurs de plus en plus aujourd'hui avec la crise Covid, que sont une rupture de valeur et une perte de confiance. C'est vrai. Ça faisait combien de temps que tu travaillais dans cette entreprise ? Ça faisait 8 ans. Et tu as vu une dégradation depuis 8 ans? Parce que je pense qu'il y a 8 ans, c'était pas du tout le même type de management
Alors, est-ce que qu'aujourd'hui? c'est une dégradation de l'environnement ou est-ce que c'est nous qui changeons? Je pense qu'il y a de tout. Mais oui, de toute façon, je pense qu'il est évident que les entreprises changent, évoluent au cours du temps. Et donc, les contextes changent. Donc, il y a des éléments de changement, mais il y a aussi des éléments de la personne qui changent dans ce contexte-là. Je pense que les deux avaient évolué, et moi et mon entreprise. D'accord, c'est ce qui a fait que tu as fait, c'est le cumul en fait de tout ce que tu as eu. Je pense que ça a duré combien de temps à peu près ton burn-out? Enfin, Alors, combien de temps ça dure? On ne peut jamais répondre à cette question, puisque ça commence plusieurs mois avant l'arrêt de travail, et puis ça continue même après qu'on soit revenu au travail, puisqu'on a besoin de plusieurs mois encore pour s'en remettre. Euh, Globalement, ce que je dis, c'est qu'il faut, pour s'en remettre, 3, 6 mois et souvent plus. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas retourné au travail. Suivant l'état dans lequel on est, parfois on revient au travail, mais toujours en convalescence, toujours dans cette réflexion et dans ce retour pas à pas vers le monde du travail. et qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui revient au travail dans le même environnement? Est-ce que elle peut continuer à travailler en sachant que mentalement, elle se détériore? Donc, quel conseil tu donnerais à une personne d'être suivie par un psychiatre, d'en discuter autour de soi? Donc déjà, pendant qu'on est en arrêt, c'est important d'être accompagné. On ne se relève pas tout seul d'un burn-out et l'approche, elle est multiple. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel que j'explique aux personnes. Souvent, ils cherchent la bonne solution, la bonne méthode ou la bonne personne. En fait, la solution, elle n'est pas unique. Il est important de tester plein de solutions différentes, des solutions qui seront liées au corps, des solutions qui seront liées au psychisme, à la psychothérapie, etc. Donc ça, c'est important. Il faut être accompagné. C'est pas au moment où on retourne au travail qu'on a besoin d'accompagnement. C'est avant, quand on est en arrêt, et on continue pendant, quand on retourne au travail. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, par rapport à ce que tu as dit sur on retourne dans le même environnement, ce qui est certain, c'est que si absolument rien ne change dans l'environnement de travail, on a toutes les chances de rechuter. Donc ça, c'est vraiment un élément sur lequel j'accompagne les personnes qui préparent un retour au travail, c'est d'identifier clairement quelles sont leurs causes d'épuisement et qu'est-ce qu'elles font concrètement pour que ces causes changent. D'accord, donc c'est un gros travail sur soi. Toi, tu as mis à peu près combien de temps pour vraiment t'en sortir du burn-out? C'est vraiment une question à laquelle j'ai pas de réponse parce que je crois que ça transforme notre vie et qu'on revient plus jamais comme avant. Donc, peut-être la seule différence, c'est qu'on bascule à un moment, tu vois, quand tu dis t'en sortir, à un moment où on se sent dans le creux de la vague, et puis à un moment où finalement on l'a transformé en quelque chose de bon. Et ça ne reviendra plus jamais comme avant, devient quelque chose de joyeux finalement. C'est pour ça, dans ce que je dis dans mon livre, c'est que ce que je leur propose, c'est de transformer ce burn-out, cette épreuve, en une opportunité, en quelque chose de bon et de meilleur pour eux. D'accord. Après, c'est un gros cheminement hein, de transformer le burn-out. Hein. Après, c'est vrai qu'on essaye de faire pour chaque étape de notre vie un échec, par exemple, on essaie de le transformer en quelque chose de meilleur, une déception en quelque chose de meilleur. Donc, c'est vrai que c'est tout un cheminement. Mais c'est intéressant de le voir comme ça. Donc, toi, en fait, grâce à cette étape-là, tu veux aider les gens justement à passer ce cap. Donc, en entreprise, c'est de la prévention. Ce que tu disais, c'était de la prévention. Et en individuel, les gens que tu coaches en individuel, c'est plus le suivi pas à pas. C'est bien ça. Exactement. D'accord. Donc, toi, au niveau des formations, est-ce que tu as suivi des formations spécifiques pour le coaching? J'ai suivi des formations spécifiques. Donc, d'abord, une formation de coach professionnel. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le mot coach tout court, on peut l'utiliser de façon libre en France. Donc, on peut être coach de tout. D'ailleurs, on va être coach sportif, coach de vie, coach en nutrition. Mais le titre coach professionnel est un titre qui, lui, est reconnu et qui est réservé à certaines écoles de coaching reconnues par l'État. Et donc, ça, c'est la première chose que j'ai faite. Donc, quand je suis revenue au travail en 2016, j'avais déjà cette conscience à ce moment-là que je n'avais plus envie de dépenser mon temps à développer des produits, mais que ce qui était important pour moi, c'était de développer des personnes. Et le coaching professionnel, je le connaissais bien puisqu'on en faisait en entreprise. On en bénéficiait, aussi bien coaching individuel que coaching d'équipe. Donc, je connaissais très bien les méthodes et c'était quelque chose que j'appréciais profondément.
Donc, puisque je voulais m'intéresser à l'individu plus qu'au produit, j'ai commencé à faire ce cheminement-là et à me former. Au départ, dans un objectif de faire uniquement du coaching d'entreprise comme moi je l'avais vécu. Et puis, il se trouve que mes premiers clients avaient un rapport avec le burn-out. Soit ils ne l'avaient pas encore déclaré ou annoncé, mais quand moi je les ai observés, j'ai bien vu qu'ils allaient droit dans le mur. Soit ça leur était arrivé avant, et puis ça faisait partie des questionnements qu'ils avaient ou des difficultés qu'ils avaient dans leur objectif de coaching. C'est là que j'ai compris que ce que j'avais vécu, compris, exploré pendant cette période-là était utile pour mes futurs clients et que donc ça allait être un sujet que j'allais aborder à part entière en le nommant et en le mettant en avant. D'accord. Donc, juste pour revenir à tes clients, parce que t'as voulu, après ton burn-out, tu as voulu faire du coaching, donc tu as fait des formations spécialisées. Ensuite, comment tu as fait? Tu as créé ton blog, tu as créé ta chaîne YouTube. Explique-nous les étapes. Plusieurs choses se sont faites en parallèle. Donc, j'ai fait ma formation en coaching et pendant qu'on fait cette formation en coaching, on coach des gens et on est coaché en même temps. C'est vraiment important, on le vit pleinement et c'est très intense. Et quand on est coaché, il faut bien trouver des sujets qui sont vraiment intéressants parce qu'on ne peut pas coacher quelqu'un qui fait semblant. Donc, ça veut dire qu'on va développer ou lancer des projets à ce moment-là puisqu'on va se mettre en route pour des choses qui sont importantes pour nous. C'est à ce moment-là que le blog Partage ton burn-out est né, puisque c'est une idée que j'avais depuis longtemps. J'avais envie d'aborder ce sujet-là parce que j'avais fait des recherches pour moi, pour me relever face à cet épuisement professionnel et que je me disais, c'est dommage de ne pas le diffuser à d'autres, notamment parce que, comme moi j'en parlais de façon, sans tabou, il y avait des gens qui venaient spontanément vers moi, qui me posaient des questions. Et donc, au lieu d'aider les gens un à un, je me disais, si je diffuse l'information, je vais pouvoir aider les gens plus largement. Pour moi, j'avais développé tout un tas de recherches et de théories sur le sujet du burn-out parce que j'avais eu du mal à trouver des professionnels qui connaissaient réellement ce syndrome. Et j'avais interviewé des personnes qui avaient vécu un burn-out pour voir si ce que moi j'avais élaboré ou développé comme idée à ce sujet-là, se retrouvait aussi dans les histoires des autres. Donc, j'avais toute cette matière qui était riche et je me suis dit, allez, soyons fous, soyons folles, partageons-le avec les autres à travers un blog. Comme je ne savais pas comment on faisait un blog, puisque tu m'as posé la question des formations, je ne savais pas le faire, je n'avais pas de compétences informatiques, si ce n'est des compétences très basiques, et je ne m'étais jamais posé cette question-là. J'ai commencé par me former au blogging, par me dire, si c'est une envie que tu as, investis du temps et de l'argent, renseigne-toi comment est-ce qu'on fait techniquement pour faire un blog. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a pris beaucoup de mois parce que c'est quand même techniquement assez compliqué. Et donc, je crois que ça, c'est un message important aussi à ceux qui ont envie de se lancer. Quand on voit les choses vues de loin, on se dit, oui, c'est simple, tu peux le faire tout seul. Sauf que non, c'est pas si simple que ça. Il y a plein de méthodes, il y a des éléments qui sont techniques, il y a des éléments qui sont stratégiques. Et je les ai pas du tout inventés seule. Je me suis offerte une formation pour le faire. Donc ça, c'est clair. J'ai mis plusieurs mois d'ailleurs à créer la structure du blog. Ça, c'est important aussi d'en prendre conscience. C'est pas en claquant des doigts, même si avec des outils comme WordPress ou autre, on peut faire des choses très vite. Pour faire quelque chose qui dure dans le temps et qui permet aux personnes de trouver effectivement nos articles, ça nécessite beaucoup d'investissement dans la structure du blog, dans le référencement, etc. Donc, j'ai passé plusieurs mois à ça et quand je me suis sentie prête, j'ai publié mon premier article. Ça, c'était à peu près au même moment que ma création d'entreprise de coaching. Ce que je savais aussi de par ma formation, c'est qu'un blog, pour qu'il soit référencé et donc trouvable, pour que des gens puissent trouver les articles, il fallait au départ publier régulièrement et puis faire en sorte de trouver des lecteurs pour leur envoyer directement les articles et obtenir des commentaires, des avis, du trafic sur le blog. Trafic organique. Voilà. Donc, au départ, je me suis vraiment lancée dans un challenge de publier 2 articles par semaine pour pouvoir nourrir ce blog, avoir une matière qui était suffisamment conséquente pour que les personnes puissent y trouver ce dont elles avaient besoin vis-à-vis du burn-out.
Et tu savais que tu allais faire du coaching après la création de ton blog? J'avais déjà créé mon entreprise de coaching en parallèle. Par contre, je n'avais pas encore fait le lien entre le coaching d'entreprise et le sujet du burn-out. Je l'abordais pas. J'avais deux sites en fait. J'avais le blog Partage ton burn-out et j'avais mon site astridlefur.com et je faisais pas vraiment de lien entre les deux. C'est comme s'il y avait deux activités en parallèle qui étaient en train d'émerger. D'accord, donc tu as créé ton blog et ensuite, en combien de temps tu as t'as fait des articles, j'imagine, SEO bien référencés sur Google. T'as beaucoup travaillé sur tes articles? J'ai beaucoup travaillé sur mes articles. La plupart de mes articles, si ce n'est tous, font au moins 2500 mots. Donc, ce sont des articles qui font plusieurs pages Word où il y a vraiment un contenu conséquent. C'est pas juste des petits articles comme on les trouve quand on zappe d'une page à l'autre sur notre navigateur. Et j'ai travaillé aussi sur le fait que ce soit facile à lire. Parce que quand on a un article qui est conséquent en nombre de mots, c'est aussi plus long, plus fatigant pour les personnes qui peuvent décrocher plus vite. Donc j'ai vraiment eu toute une réflexion pour qu'il soit scannable rapidement, c'est-à-dire qu'on puisse, à travers juste les titres, les mots en gras, savoir de quoi il s'agit et décider si oui ou non on a envie de le lire et si on avait envie de lire mais que certaines parties, qu'on puisse les trouver très vite. Donc, c'est aussi quelque chose qui était important pour moi. D'ailleurs, c'est cette même réflexion que j'ai eue en faisant le livre qui est derrière moi, pour que ce soit facile pour le lecteur. D'un côté, c'est complet, il trouve tout, mais d'un autre côté, quand c'est complet, on peut s'y perdre. Donc, comment on fait pour que ce soit rapide et efficace pour les personnes? D'accord, donc il est plutôt scannable, c'est-à-dire que c'est aéré, c'est des phrases courtes, c'est pas des gros paragraphes, c'est ça que tu as voulu Exactement. Des faire sur phrases ton. courtes, faciles à lire, du gras qui permet, quand on suit le gras, on a tout le contenu du texte, des titres, bien des titres, sous-titres, etc., de façon à faciliter le travail au lecteur. D'accord, donc en combien de temps tu as eu un certain nombre de visites par jour? Parce que ça allait très vite sur ton blog, tu as été rapidement référencé avec Google. J'ai été rapidement référencée. C'est vrai que maintenant, donc il a été créé en janvier 2019. On va arriver en 2023, ça fait 4 ans. Oui. Donc, j'ai pas une très bonne mémoire pour répondre à ta question. Mais très vite, il y a eu des milliers de personnes qui sont passées sur ce blog. Je crois qu'un des éléments, d'ailleurs, pour être transparente pour des personnes qui seraient en train de commencer, au début, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais est-ce que ce que je vais écrire va intéresser les personnes? Est-ce qu'elles vont mettre des commentaires pour dire qu'elles apprécient pas? Donc souvent, on a peur de ça, sauf qu'en C'est fait, quand vrai. les gens n'apprécient pas, ils vont juste voir ailleurs, ils perdent pas leur temps. Il y en a très peu qui perdent leur temps à mettre des mauvais commentaires ou autres. Et puis je me disais, des informations, des blogs ou des articles de journaux sur le burn-out, il y en a ailleurs. Est-ce que ça a vraiment un intérêt ce que je publie? Donc vraiment, je me posais ces questions-là et j'avais pas de réponse, hein, quelque part. J'avais aucune certitude que ça allait marcher. Je pense que ça, c'est important à savoir au début. Parfois, on a l'impression a posteriori que les gens avaient la bonne recette dès le début, sauf qu'en fait, non. J'ai commencé par écrire ce que j'avais envie d'écrire en fonction de ce qui se passait autour de moi, des gens que je rencontrais ou de l'actualité. J'avais des sujets qui me venaient et je me disais, il faut que je leur dise. Comme si je m'adressais à des amis qui étaient concernés par le burn-out. Et je crois que ça, c'est vraiment le cœur de ce qui a pu plaire au lectorat. Je m'adresse sincèrement à eux avec mon opinion personnelle et pas une généralité qu'ils peuvent trouver ailleurs. Avec des sujets spécifiques, c'est ça? Par rapport à ton expérience, tu as choisi des sujets sans forcément rechercher ce qui était le plus recherché sur Google. Exactement. Ouais, J'ai cherché ce que j'avais sincèrement envie de dire ou ce que j'aurais eu envie d'entendre à l'époque. d'accord. Et Tu d'ailleurs, t'es mis tu à la vois, place. ouais, paradoxalement, très longtemps, un des articles les plus lus était un article que j'ai écrit d'ailleurs au moment de Noël, qui s'appelait En quoi prendre des vacances ne changera rien à votre épuisement. Je l'ai écrit parce que j'avais autour de moi soit des clients, soit des proches qui me contactaient parce qu'ils savaient que je développais cette expertise sur le burn-out, qui me disaient bon, bah là, je me sens pas très bien, mais comme va y avoir les vacances de Noël, je vais prendre une pause et ça va aller mieux. Et je me disais non, il faut que je leur dise que ça va pas aller mieux. Les vacances de Noël, alors les vacances tout court, ça ne suffit pas à endiguer le burn-out.
Et celles de Noël, elles sont particulièrement épuisantes. Donc, j'explique pourquoi dans l'article. Et très longtemps, ça a été un des articles les plus lus et ça partait juste. C'était pas un calcul de blogging, c'était juste, il faut que je leur dise. Il faut que je les prévienne que ça sert à rien de tenir et de s'user en espérant que les vacances de Noël vont tout résoudre. Ça n'est pas le cas. Donc ça, ce serait peut-être un des conseils à donner aux infopreneurs, c'est d'écrire avec le cœur. Qu'est-ce qu'ils ont sincèrement envie de dire à leur lectorat? C'est vrai, en sachant qu'il faut écrire un petit peu pour l'algorithme de Google, mais aussi écrire par rapport à sa personnalité, par rapport à son expérience. C'est vrai que c'est très intéressant. Donc cet article t'a permis d'avoir plus de visites, d'être mieux référencé sur Google et d'avoir plus d'inscrits, j'imagine, C'est sur ça. ta C'est un mailing article list. qui a beaucoup plu sur les réseaux sociaux. Donc, il a beaucoup voyagé, il a été retagué, repartagé, ce qui fait que des nouvelles personnes sont venues voir le site, s'y sont inscrits. Et puis, ça a fait partie globalement du référencement. Ce qu'on sait aussi, mais ceux qui font des formations sur le sujet savent aussi que c'est important d'être référencé, c'est-à-dire que notre site soit indiqué par d'autres sites qui sont eux-mêmes mieux référencés que nous. Ça, c'est aussi un travail que j'ai fait. Oser aller proposer des articles invités à des personnes qui avaient des sites plus reconnus. Ça, c'est quelque chose d'important aussi pour petit à petit monter dans le niveau des rangs de Google. Donc, tu as fait des propositions à des sites qui étaient bien référencés. Donc, comment tu t'es prise? Est-ce que tu as eu beaucoup de refus? Est-ce que c'était assez facile pour toi? Dis-nous J'ai pas tout. eu beaucoup de refus. J'ai pas envoyé 15 000 demandes. J'ai très bien ciblé les personnes et je leur ai proposé un contenu qui était riche. Je pense que c'était ça. Le contenu avait de la valeur pour leur site à eux. Donc, c'était vraiment gagnant-gagnant. Donc, tu avais proposé déjà l'article. Donc, avant de proposer un article invité, tu avais déjà créé ton Non, article. j'avais pas déjà créé l'article. Mais par contre, j'ai proposé très clairement un sujet d'article et puis un petit paragraphe qui explique ce qu'il y a dedans et ce que je peux mettre en avant. D'accord, donc tu as eu pas mal. Et c'est ce qui a fait développer ton site internet. Tu as mis le lien de ton blog sur l'article, ce qui a fait que tu as eu beaucoup plus de visites sur ton site à toi. Exactement. Ça fait Et partie des éléments. qu'est-ce qui a fait la différence par rapport à quelqu'un d'autre qui a fait des propositions comme toi d'articles invités et qui n'a pas été pris? Est-ce que tu sais à peu près la différence entre toi et quelqu'un d'autre? Donc, je ne sais pas puisque j'ai pas vu ce qui était écrit dans ces autres articles-là ou dans ces autres demandes d'articles. Peut-être un élément qui est important quand on fait ces demandes, c'est bien de se mettre à la place de la personne à qui on fait une requête et de se dire, ben, si je suis à sa place, qu'est-ce qui a de la valeur pour moi? Qu'est-ce qui fait que c'est vraiment gagnant-gagnant et que je suis pas juste en train de rendre service à quelqu'un qui me le demande? Ça, rendre service à quelqu'un, ça marche quand on connaît une personne qui va le faire pour nous faire plaisir. Mais quand on contacte des gens qu'on ne connaît pas, ils le font parce que pour eux, c'est bénéfique. Et puis, si on veut quelque part qu'ils nous recommandent, il faut qu'ils en aient sincèrement envie aussi. Donc, je dirais que le conseil, c'est ça, de se mettre à la place de la personne à qui on fait la proposition et de se dire, bah, si je suis cette personne, qu'est-ce qui a le plus de valeur pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant? Donc au préalable, tu as bien analysé le site internet avec les articles et tu t'es mis à la place du blogueur, on va De dire. l'auteur, oui. C'est ça. Et en fait, en analysant le site, tu as pu savoir exactement quel sujet il n'avait pas abordé et quelles seraient ses demandes, on va dire. Après, c'est vrai que c'est du gagnant-gagnant, comme tu disais. Toi, tu fais un article pour lui, donc il n'a pas besoin de faire un article. Et toi, ça, t'es gagnant puisque tu mets en lien ton site internet. Exactement. Donc, on pense d'ailleurs, tu mentionnes des blogueurs, mais il y a aussi des journaux en ligne qui font ça. D'accord. Et Donc, toi, on c'était peut aussi plus. proposer les deux. J'ai fait les deux. D'accord. Et c'était quoi le plus intéressant? Enfin, au niveau du référencement, c'était les journaux ou c'était plutôt les blogueurs? Bah, au niveau du référencement, je pense que c'est les journaux. Par contre, c'est plus difficile à obtenir. Donc, il faut déjà avoir développé un peu de notoriété pour, euh, pour obtenir un oui d'un journal en ligne. C'est vrai. D'accord. Donc, ça a été l'élément déclencheur, c'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là que ton site internet s'est vraiment référencé sur Google. C'est Je quand tu as sais pas. Je commencé. pense que c'est C'est un un tout. amalgame de tout. Comme on connaît pas ce qu'il y a dans les algorithmes, on C'est peut vrai. pas savoir qu'est-ce qu'il fait, mais
c'est une addition de tout. Quand j'écrivais un article, j'ai passé beaucoup de temps à chaque fois à le publier sur les réseaux sociaux, à le publier dans des groupes où il y avait de l'intérêt, à interagir avec des personnes, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on m'a remonté. On m'a dit, mais Astrid, sur ton blog, il y a beaucoup de gens qui réagissent et qui commentent. D'ailleurs, quand je fais des conférences, c'est aussi ce qui se passe. À la fin de la conférence, il y a des gens qui osent parler de leur histoire et c'est très peu le cas. Je pense que c'est lié à ma façon d'aborder le sujet de façon très personnelle, qui fait que les gens ont envie de réagir. Donc ça joue aussi. Le fait qu'il y ait des commentaires, je sais qu'il y a des sites ou des blogs où c'est pas le cas. Donc il y a moins d'interaction avec les lecteurs. Donc peut-être qu'il y a de ça aussi, comment on crée cette interaction avec les lecteurs. Il y a le fait de publier sur les réseaux sociaux, créer de l'interaction avec les lecteurs, d'être référencé par d'autres sites, de publier soi-même dans des groupes sociaux, qui fait que c'est vu par des personnes, et de publier régulièrement. C'est ce que je t'avais dit au début, 2 fois par semaine, et des contenus conséquents. 2500 mots, pour moi, c'est ce que je faisais pratiquement systématiquement. Et tu mettais à peu près combien de temps pour écrire un article de 2500 mots? Au début, très longtemps. Au début, je passais des journées entières à réfléchir à un sujet, à le structurer, à l'écrire, à le réécrire pour qu'il soit facile à lire. Et puis après, ça a été de plus en plus fluide. Mais encore aujourd'hui, je passe beaucoup de temps sur un article parce que je préfère maintenant en publier moins, mais garder quelque chose de qualité que publier juste pour publier. D'accord, tu t'es concentré sur la qualité de tes articles. Après, c'est vrai que 2 articles par semaine, c'est énormément de travail. Comment, au niveau du mental, comment tu t'organises? Parce il y a à côté tes réseaux sociaux, tu développes ta Facebook. T'as quoi d'autre comme réseau social? Facebook, Instagram, LinkedIn. D'accord. Et ils sont tous les 3 actifs, c'est-à-dire que quand tu publies un article, tu fais de la publicité sur les autres? Exactement. Je fais de la publicité sur les 3. Donc, ce qui est bien, c'est qu'avec les suites Google et avec WordPress, on peut automatiser la publication sur Facebook et sur Instagram, par exemple. Donc ça, alors en tout cas sur Facebook, c'est sûr, c'est automatique. Et sur Instagram, je reprends le Facebook que je republie par la suite. Et puis Instagram, dans tout ce qui va être story, va republier sur Facebook. Enfin, tout ça, c'est lié. Donc quelque part, si on réfléchit bien son organisation et qu'on utilise les outils appropriés, ça se fait assez bien. Et il y a des outils aussi qui permettent de publier sur les 3. Facebook, Instagram, LinkedIn. On réfléchit son texte et ça publie sur tous les réseaux. Je publie pas la même chose partout, par contre, parce que c'est pas le même lectorat, ou même si c'est la même personne, elle s'attend pas à la même chose en fonction du réseau. Donc ça nécessite, et ça, il faut être transparent là-dessus, du temps pour bien réfléchir à ce qu'on écrit, pour que ce soit cohérent, en tout cas en correspondance avec le réseau et ce qu'attendent les personnes sur ce réseau-là. D'accord. Donc, au niveau de ton organisation, on va donner l'exemple 2 articles par semaine. Et combien de temps tu mets à peu près pour alimenter tes réseaux sociaux, pour réfléchir au sujet que tu vas mettre? Donc déjà, moi, dans mon organisation, le moment où je suis le plus créatif, c'est le matin. Donc, déjà dans notre organisation familiale, j'ai des enfants. Ce qu'on a mis en place, c'est que comme moi, le moment où je suis le plus créative ou productive, c'est le matin. C'est pas le moment pour moi de faire des allers-retours à l'école ou autre. C'est vraiment dommage de perdre ce temps en trajet de voiture ou en mets tes chaussures, alors que c'est mon moment le plus productif. Donc, on s'est arrangé. C'est peut-être que ça, c'est important à dire aussi. Donc, la situation familiale de chacun est différente, mais quand on est en couple, être entrepreneur, que ce soit infopreneur ou entrepreneur tout court, c'est aussi une décision de couple et d'organisation, de se dire comment on fait. Donc moi, je m'occupe pas des trajets le matin ou de l'école. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où mon mari, les enfants ont quitté la maison, je peux être productive immédiatement. Donc, les périodes de créativité, je les mets très tôt. Le matin, c'est le moment où je vais avoir des idées rapidement, efficacement. Et à quelle heure, par exemple? Alors, ils vont être partis à 8h, donc à 8h, ça commence. D'accord.
Dans des périodes où j'avais besoin de produire beaucoup, comme le moment où j'ai écrit le livre ou des moments où j'étais en retard sur la production d'articles, j'utilise aussi les créneaux du samedi ou du dimanche matin. Parce que les autres dorment, font la grasse matinée, jouent, enfin ils n'ont pas besoin de moi, donc c'est pas un moment en famille. Et donc, comme pour moi c'est des moments productifs et que je me lève naturellement tôt, c'est pas un sacrifice hein, de le faire. Non mais je dis ça parce qu'il faut pas que les gens se disent bah oui elle s'est sacrifiée. Non, en fait c'est quelque chose que je fais spontanément et je prends du plaisir à écrire aussi. Je crois que ça c'est important à savoir. Donc c'est aussi des créneaux que j'ai utilisés. Beaucoup pour le livre, mais j'utilisais aussi pour les articles avant, le week-end, le matin. Parce que c'est des moments où ça va venir spontanément. Si ça vient pas spontanément, je vais sortir me promener. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué. Ça sert à rien de se forcer devant un écran ou devant un papier si on n'y arrive pas. Il vaut mieux mettre ses baskets, aller se promener, courir, enfin faire ce que chacun fait ou faire, je sais pas, du yoga, une méditation. Et une fois qu'on a libéré l'esprit, recueillir l'essence de ce qu'on a envie de dire. Donc ça, c'est sur la part créativité. Je produis ce que je veux partager. Et puis ensuite, une fois que la partie créative est faite, c'est un déroulement plus productif de réorganisation du texte, de raccourcissement des phrases, etc. ou optimisation SEO du texte. Et ça prend presque autant de temps, finalement, en termes de nombre d'heures. Parce que la créativité, quand on est connecté à soi, elle peut aller très vite, en fait. L'idée, c'est un peu le principe du 80-20 de Pareto. Hein, c'est vrai. 20% de la matière, c'est l'idée qui nous arrive, et après, on va mettre 80% à le réaliser. La partie réseau social, elle arrive après, une fois que c'est produit, et parfois, je la décale sur d'autres jours. C'est OK pour moi qu'elle soit décalée si j'ai pas eu le temps de le faire. Aujourd'hui, j'ai pas une stratégie réseaux sociaux. C'est quelque chose à laquelle je réfléchis, mais donc aujourd'hui, je le fais de façon spontanée, toujours avec cette même idée. Qu'est-ce que j'ai envie de leur dire dans le fond? Et c'est ça le cœur de ma publication. D'accord. C'est le sentiment du moment. On va dire un jour tu vas être inspiré, un autre jour tu vas pas avoir d'inspiration pour créer une story, pour créer une publication. Exactement. Donc, en fait, toi, tu t'organises. Est-ce que tu as, par exemple, chaque jour, est-ce que tu as un programme précis ou pas du tout? Pas du tout. Donc, il y a des jours, il y a même des semaines entières où je vais pas publier. Après, j'ai mon téléphone, là, tu vois, il est à côté de moi. Donc, évidemment, je regarde pas les réseaux sociaux pendant qu'on est en train de faire l'interview, mais je l'ai quand même toujours avec moi et je regarde régulièrement tout ce qui s'y passe et je réagis, je republie quand je vois aussi des articles d'autres personnes que je trouve intéressants. Ça fait aussi partie de l'animation des réseaux sociaux de faire suivre des choses d'autres personnes. Ça, c'est peut-être quelque chose aussi à prendre en note. Parfois, on se dit, ah ben oui, mais si je fais suivre les publications des autres, ça met mon blog à moi en arrière-plan, etc. Non, je crois pas. Je crois que plus on parle d'un sujet, quelle que soit la source, plus c'est bénéfique pour les lecteurs et plus nous, on s'inclut dans ce flux-là. Je pense que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde et qu'il faut pas avoir peur de partager aussi le travail des autres. D'accord. Et le suivi, c'est par rapport au site internet ou c'est par rapport au groupe Facebook? C'est quel suivi que tu regardes sur ton téléphone? Les réseaux sociaux. Donc, j'ai des suivis d'autres personnes ou d'autres entreprises sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram. Et donc, en fonction de ce qui s'y passe, je republie ou je commente ou. D'accord. C'est à un moment donné de la journée parce que ça peut te perturber si par exemple tu es en train d'écrire un article et tu vois des notifications, ça peut un peu Ouais. bloquer ta concentration ou peut-être tu t'organises autrement. Donc, j'ai pas de notification. Donc, Ah, ça c'est pas mal. exactement, j'ai coupé les notifications. Donc, je suis pas, effectivement, je suis pas empêchée pendant que je suis en processus créatif. Quand je suis en processus créatif, tout est coupé. D'ailleurs, j'ai même pas Internet allumé. Je suis sur mon ordinateur directement. Et donc, c'est quand je prends mon téléphone, c'est-à-dire quand j'ai un intervalle de temps qui est libre, hop, je vais naviguer dessus et je vais spontanément laisser faire les choses. D'accord, donc c'est plus au feeling, on va dire. T'es plus. C'est au feeling et c'est dans les intervalles de temps à l'intérieur de ce que je suis en train de produire, mais c'est pas pendant que je suis en train de faire une tâche.
D'accord. Donc, t'es plutôt quelqu'un de discipliné qui, quand tu fais une tâche, tu lâches pas tant que tu fais pas de pause ou peut-être tu lâches pas tant que t'as pas terminé ta tâche. Oui, il y a deux méthodes de productivité que j'aime beaucoup, que j'utilise simultanément. Donc la première, elle s'appelle le Pomodoro. C'est une méthode qui dit que on est capable de se concentrer vraiment pleinement 25 minutes d'un coup. Et que si on est interrompu pendant ces 25 minutes, ben, c'est un peu ce que tu sous-entendais. Hein, ben, le temps de raccrocher à la tâche, on perd énormément de temps. Donc l'idée, c'est on fait une seule tâche, une seule pendant 25 minutes. Ensuite, on fait une pause de 5 minutes et on peut enchaîner comme ça les cycles de 25 minutes, puis faire une grosse pause au bout d'une heure. Donc ça, c'est des choses que je fais, par exemple. Je me mets pas forcément un chrono de 25 minutes, parce que moi, je suis même capable de faire plus que 25 minutes, notamment quand je crée quelque chose. Je suis prise dans ma création et c'est pas une discipline pour moi de pas regarder parce qu'en fait, je suis happée par ma tâche. Donc, c'est pas une difficulté ou quelque chose que je m'impose. Donc ça, c'est la première, cette méthode-là, qui je pense est importante quand on est entrepreneur et qu'on gère nous-mêmes notre temps, se réserver des plages de temps où on n'est pas dérangé. Donc ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est la méthode des gros cailloux. J'imagine que tu as déjà entendu parler Oui, de ça. oui. Donc c'est l'idée que je mets en premier dans mon agenda ce qui est important pour moi. Donc je veux créer un article, c'est important pour moi, ou je veux écrire mon livre. Euh, je sais que je ne pourrais pas le faire si j'ai commencé ma journée par plein d'autres choses et que j'ai tout un tas de problèmes qui sont rentrés dans mon agenda. Parce que mon cerveau va être préoccupé par toutes ces problématiques. Donc, je le fais avant d'ouvrir ma boîte mail. Je le fais en premier. Et une fois que je l'ai fait, là, je peux traiter des mails ou toute la part productive de réécrire l'article ou autre nécessite beaucoup moins d'attention de ma part et de concentration. D'accord. Donc, tu arrives à te discipliner dans le sens où tu mets vraiment tes priorités de productivité en premier lieu et après, tu t'occupes de tes mails, de tes papiers, etc. Exactement. Donc, tous les jours, tu arrives à te discipliner de cette manière où il y a des jours où t'es un peu, tu procrastines, où tu te dis, bon, après, je peux le faire après, je peux tarder aujourd'hui, je me fais une petite pause, où tu es vraiment discipliné, il faut que tu termines ta tâche. Donc ça, c'était au départ de mon blog quand je produisais énormément d'articles. Aujourd'hui, j'en écris beaucoup moins. Donc mon agenda aujourd'hui, il est fait beaucoup plus d'entretiens avec des clients, que ce soit en individuel, en groupe, des formations d'entreprise, etc., que d'écriture d'articles. Hein. Ce détail-là, je le décrivais quand on est en phase créative, que ce soit un article ou un livre à écrire. Donc quand j'écris, oui, quand mon objectif, c'est de faire un coaching. Mais d'ailleurs, j'ai beaucoup plus de coaching le matin que l'après-midi ou fin de journée. Parfois, je le fais quand il y a des clients qui vraiment veulent le faire après leur journée de travail. Mais pour moi, c'est pas le moment qui est le plus efficace, ni pour eux, ni pour moi. C'est vrai, oui, c'est plutôt des clients en entreprise ou c'est plutôt des clients particuliers que tu coaches le matin? Donc, moi, j'ai des deux. Et le matin, le créneau 8h-10h, c'est principalement des clients d'entreprise. D'accord. Donc, ils commencent leur journée par le coaching et puis, alors, ils arrivent un peu plus tard, ils arrivent à 10h, mais ils ont déjà fait ce qui était important pour eux. On parlait des grosses pierres. Si le sujet de coaching, c'est quelque chose d'essentiel pour eux, ben, on le met au début dans la journée et on n'attend pas d'avoir eu tout un tas de problèmes et puis d'arriver en retard à son rendez-vous parce qu'en fait, on avait plein d'autres choses à faire. Après, l'avantage en entreprise, c'est que l'employeur accepte qu'il arrive à 10 heures plutôt qu'à 8 heures. Donc ça, c'est intéressant pour eux de commencer par un coaching et après d'être boosté pour aller travailler. Donc c'est intéressant pour lui, enfin pour la personne en question et pour l'entreprise. Mais pour quelqu'un, les particuliers que tu as, pourquoi ils préfèrent le matin, avoir le coaching le matin, puisqu'ils sont plus boostés. Après, est-ce qu'ils sont tous matinaux? Est-ce qu'ils travaillent tous? Comment ça se passe? Non, tout le monde n'est pas matinal, tout le monde ne travaille pas, puisqu'il y a tout un tas de clients que j'accompagne qui ont un rapport avec le burn-out. Donc souvent, ils sont en arrêt de travail. Donc en fait, ils sont libres au milieu de la journée. Et en général, c'est ces créneaux-là qu'on prend, soit 10h midi, soit 14h, 16h, quand ils sont en arrêt de travail. Et puis, il y a aussi des personnes qui sont en capacité de moduler leur agenda.
la plupart du temps, les personnes, effectivement, ont une capacité à le faire ou sinon s'adaptent en fonction de leurs horaires de travail. Il y a des personnes que j'accompagne le soir, hein, ça arrive, mais c'est vrai qu'il y a souvent beaucoup de fatigue et c'est moins efficace. D'accord. Oui, j'imagine que le soir, en sortant du travail, ça doit être un peu compliqué. Surtout que c'est un sujet, c'est un gros fléau, le burn-out. En plus, depuis le Covid, je pense qu'il y a eu il y a eu beaucoup plus de demandes de coaching. Après, tu nous diras. Mais c'est vrai que c'est un gros fléau aujourd'hui et enfin, le burn-out, on en parle un peu vaguement, mais c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui sont en burn-out qui ne le savent pas. Il y a beaucoup de gens qui veulent pas se faire aider, hein, qui continuent à travailler parce qu'ils ont des crédits à payer, ils ont des voitures à payer. C'est un peu compliqué financièrement, donc c'est vrai que c'est un gros fléau et les coachings, ça permet justement de prendre conscience, de s'auto-analyser et voilà, de passer le cap, on va dire, d'aller mieux. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui se développe sur Google aussi. Donc toi, ça t'a permis d'avoir une opportunité de ce côté-là. Tu penses que tu as eu on va dire, depuis le Covid, est-ce que tu as plus de demandes? Est-ce que tu as des personnes qui ont pris conscience qui étaient en burn-out depuis le Covid? Ou... Oui, oui, il y Oui, a vraiment. Donc d'abord, ça se voit dans les statistiques, hein, il y aurait 2 550 000 personnes concernées aujourd'hui. Donc ça, c'est des salariés qui se déclarent en épuisement professionnel. Donc ça se voit dans les statistiques et oui, ça se voit dans les appels que j'ai ou les demandes d'accompagnement. Et comme tu le mentionnes, à la fois, il y a des personnes qui vont en prendre conscience avant de se retrouver en arrêt de travail. Et effectivement, que j'accompagne dans cette prise de conscience de qu'est-ce qui se passe pour moi, comment j'en suis arrivée là, qu'est-ce que je fais pour éviter de me faire mal dans cette histoire. Et puis, à la fois, il y a ceux pour qui la crise, qu'elle soit sociale, économique, qu'ils ont vécue, a exacerbé des tensions qui existaient déjà. C'est souvent des gens qui étaient déjà sur le fil et puis là, c'est venu déstabiliser l'environnement et c'était l'occasion de la chute, même si c'est pas la crise en elle-même qui génère des burn-out, mais ça crée un environnement qui est plus complexe, qui fait que si on était déjà sur le fil ou sur la sellette, c'est le moment où ça lâche. c'est ça, ça a été un déclencheur, on va dire. Exactement. Ils étaient à la limite. D'accord, oui, c'est très intéressant de le souligner. Il y a c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont pris conscience au moment du Covid et ça a été bon et pas bon pour certaines et d'autres personnes. Donc, c'est bien de le dire. On va juste revenir sur ton blog, ta chaîne YouTube et ta formation. Donc, comment ça s'est passé? Tu as créé par la suite, après ton blog, tu as créé ta formation, tu as créé tes coachings. Comment ça s'est passé? Donc les coachings et le blog sont nés en même temps, mais au début, ils n'avaient pas de lien avec l'autre. Ensuite, j'ai créé un lien direct sur mon site astridlefur.com vers mon blog et avec une page qui parlait du sujet du coaching. J'ai commencé aussi à parler de ce sujet-là à travers des conférences. Ça, c'était aussi un des moyens qui a attiré des personnes plus tard vers le blog, et vers les coachings d'accompagnement, c'était les conférences. Il faut que je me raccroche à ce que tu m'as dit, parce que je suis en train de partir ailleurs. Et la chaîne YouTube, elle est née du besoin de partager des interviews visio. J'avais fait des interviews écrites, mais je me disais, c'est riche que les personnes puissent entendre directement de la personne interviewée à travers ses propres propos les éléments à partager. Et donc c'est comme ça que la chaîne est créée, mais j'ai pas à proprement dit une chaîne YouTube que j'anime spécifiquement. D'ailleurs, j'ai pas de jingle de début, de fin, c'est pas aussi travaillé que des vrais YouTubeurs. Je me considère pas comme une YouTubeuse. Pourquoi? J'aurais très bien pu le faire, mais ça m'amusait pas techniquement. Donc, je crois qu'il y a de ça aussi. Quand on est infopreneur, il faut regarder où est-ce que je m'amuse, où est-ce que je m'amuse pas. Et si ça nous amuse pas, comme ça peut prendre un temps fou, C'est c'est vrai. pas l'endroit où on dépense son énergie. Donc, ça, c'est sur la part chaîne YouTube. Et l'autre lien que tu m'avais dit, qu'est-ce que c'était? L'autre question? Blog, chaîne YouTube et puis tes réseaux sociaux et ta formation? Et ma formation. La formation, elle est née beaucoup plus récemment, en 2022. Pour être transparente, ça faisait longtemps que j'avais envie de la créer,
mais j'avais pas l'espace parce que entre écrire les articles et accompagner les gens en coaching ou faire des formations d'entreprise, j'avais pas assez de temps de créativité pour le faire. J'ai pris déjà un gros temps de créativité pour le livre qui m'a demandé pas mal d'énergie et donc j'avais tout simplement organisé les choses pour me dire après le livre arrive la formation. Donc je l'ai créé. Donc la formation est d'ailleurs arrivée un peu avant la sortie du livre parce que les derniers mois de sortie du livre, c'est pas moi qui travaille, c'est l'éditeur. Donc j'ai utilisé ces espaces de temps-là pour le faire et notamment le fait que l'été, pour moi, juillet-août, c'est une période qui est beaucoup plus creuse en termes d'accompagnement. Oui. Elle est creuse aussi en termes de blogging sur mon sujet, puisque ça fait 4 ans. J'avais remarqué qu'il y avait quand même un trou sur ces mois-là, que j'avais beau publier ou pas publier, ça changeait pas grand-chose au fait que les gens qui sont en burn-out, ils sont en vacances, ils sont pas en train de lire des articles sur Internet. Donc j'avais décidé d'utiliser ce créneau-là pour avancer sur la part formation. Donc, je crois que ça, c'est aussi quelque chose d'important. Si on veut produire quelque chose de conséquent, il faut créer de l'espace dans son agenda parce que ça se fait pas en claquant des doigts et parce qu'on a besoin et du temps de création et du temps de production. D'accord. Et là, tu l'as terminé ta formation? Elle est terminée. J'en ai une première et puis j'ai déjà élaboré une autre que je ferai peut-être l'été prochain. D'accord. Donc, celle que j'ai créée aujourd'hui, c'est une formation qui se fait en parallèle de mon coaching individuel. Donc, la plupart du temps, les gens prennent les deux, mais certaines personnes ne prennent soit que le coaching individuel, soit que la formation en ligne, tout simplement parce que la formation en ligne, c'est moins cher que de prendre un accompagnement individuel, puisque c'est quelque chose qui est en e-learning qu'on peut faire par soi-même. Donc, celle qui est créée aujourd'hui, c'est un accompagnement pour les personnes qui ont vécu un burn-out, ont retrouvé de l'énergie et se posent des questions pour se dire mais qu'est-ce que je fais concrètement pour se créer cette vie à laquelle j'aspire tant. Donc, ça s'appelle Rêve, elle, toi, 3 étapes pour se créer une vie plus alignée avec soi. C'est le même nom que mon coaching individuel. Et celle que je veux créer, c'est une formation qui arriverait en amont de ça, donc pendant la période du burn-out où on est vraiment dans la phase que j'explique de décompression, où là, la question, c'est pas comment je fais pour rebondir, mais c'est plutôt comment je fais pour aller mieux là maintenant, pour récupérer de l'énergie là maintenant. Donc, ce serait un accompagnement pas à pas pour se mettre en route pour aller mieux. Parce que malheureusement aujourd'hui, beaucoup de professionnels de santé ne comprennent pas bien le burn-out. Donc l'idée, c'est pas du tout de les remplacer. On peut pas remplacer un accompagnement en face à face. On peut pas remplacer une psychothérapie par un e-learning, ça c'est évident, ni même un accompagnement thérapeutique physique. Par contre, offrir la structure de ce dont on a besoin pour aller mieux, ça permet à la personne de gérer l'organisation de son temps quelque part de convalescence après le premier jour d'arrêt pour burn-out, pour pouvoir organiser la remontée des marches. Et ça, c'est souvent quelque chose qui angoisse beaucoup les personnes de pas savoir concrètement quoi faire pour aller mieux. Donc, tu vois, l'idée, elle est déjà toute pensée, j'ai déjà tout dans ma tête, mais je sais que j'ai pas le temps pour le faire correctement. Donc, je me réserve cet été quand il y aura plus d'espace dans mon agenda pour le faire. Et pour l'instant, tu travailles seul, hein, t'as pas d'équipe autour de toi, il n'y a pas des choses que tu peux déléguer pour l'instant? Donc, j'ai pas d'équipe. Par contre, je travaille pas seule. Je travaille avec d'autres prestataires, d'autres indépendants qui font plein de trucs super bien. Donc c'est pas une équipe à proprement parler parce qu'ils sont pas salariés. Et puis ils travaillent pas à temps plein, ils travaillent à la mission. Mais si, je délègue et je crois que ça c'est important aussi à identifier, c'est qu'on n'est pas doué pour tout faire, ou même si on est doué, on n'a pas le temps de tout faire. Donc il faut aussi choisir ses batailles et puis oser déléguer et pas seulement déléguer, oser payer pour obtenir ce qu'on veut. Après, aujourd'hui, tu as les capacités financières de payer, mais quelqu'un qui débute, il n'a pas la possibilité de déléguer. Au début, on a du temps. On a du temps, exactement. Il faut pas trop se diversifier, c'est-à-dire que on peut pas être nickel de partout sur Facebook, sur Instagram,
sur YouTube, on peut pas être parfait de partout. Il faut vraiment se concentrer sur un réseau social qui nous rapportera le plus, où on aura plus de visites. Aujourd'hui, au niveau de tes revenus, tu gagnes principalement avec tes coachings. Ta formation, c'est quoi exactement? C'est Avec les tes coachings conférences? principalement. D'accord. Principalement les coachings, qu'ils soient individuels, de groupe, hein. Mais c'est ça mon activité principale et c'était mon intention dès le début, hein, de vivre du coaching professionnel. Toutes les autres activités, elles sont parallèles et pour moi, elles permettent de créer un ensemble qui se nourrit. Oui, tu as gardé quand même les formations pour ceux qui ne souhaitent pas payer le coaching. Tu as gardé ton site internet pour être référencé. Donc, tu es un peu de partout. C'est vrai que c'est une sécurité en quelque sorte. Si Facebook change les algorithmes, tu as toujours Google, tu as toujours LinkedIn. Donc, voilà, par sécurité, tu as gardé toutes les possibilités. En plus, tu as différentes sources de revenus. C'est ce qu'ils conseillent sur Internet. Donc aujourd'hui, tes coachings te permettent d'avoir un revenu satisfaisant. Donc comment ça se passe? Est-ce que tes clients, tes patients te mettent en relation avec d'autres personnes? Est-ce que c'est beaucoup de bouche à oreille? Donc effectivement, il y a le bouche à oreille qui commence à fonctionner. Donc ça, c'est important aussi de prendre le temps d'investir suffisamment de temps au début pour que ça marche parce qu'il faut un certain temps de rodage sur le bouche à oreille. Comme je te l'ai partagé tout à l'heure, je fais des conférences régulièrement. J'en faisais une tous les 2-3 mois avant. Maintenant, j'en ai presque une par mois, ce qui me permet aussi de venir diffuser plus largement le message. Et puis, j'ai le blog qui me ramène des personnes au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles personnes qui le découvrent. Peut-être un dernier point dont on n'a pas parlé, j'ai créé un groupe Facebook aussi. Donc, ce groupe Facebook, il permet aussi de discuter directement avec les personnes concernées et quelque part de créer une relation de confiance pour faciliter ensuite l'envie d'être accompagné par moi. Contrairement au blog où c'est un peu plus froid puisqu'il ne me voit pas moi physiquement. C'est vrai qu'ils préconisent, enfin, il y en a beaucoup qui créent des groupes Facebook et c'est vrai qu'on est en contact direct et il y a beaucoup d'interactions justement dans ces groupes. Et après, l'avantage dans ta thématique, c'est les gens, enfin, les personnes se délivrent beaucoup plus que sur une autre thématique. Donc, c'est vrai que toi, ça te donne un petit plus. Qu'est-ce que t'en penses? Il y a de ça et en même temps, c'est vraiment tabou. Donc, ce qui fait que les gens vont se livrer plus, c'est parce que moi, je me livre. Et que tu vois, comme on l'a fait là dans l'interview, j'ai pas de honte à dire, ben oui, moi ça m'est arrivé, ou ça a été difficile, ou voici les questions que je me suis posées. Et ça permet aux autres de se livrer. Et je pense que ça peut être vrai sur toutes les thématiques. D'accord. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que le fait de se livrer personnellement, de pas être un robot, hein, de pas répéter ce que tout le monde dit sur les groupes Facebook ou sur les blogs, de personnaliser un petit peu sa thématique, de personnaliser ses témoignages, hein, puisque ça sort du cœur. Le fait, voilà, de se délivrer, ça permet d'avoir plus de personnes. Le fait d'être authentique aussi, ça attire plus de personnes. Donc, c'est intéressant de le souligner. Donc, est-ce que tu voulais rajouter un point sur quelque chose de précis ou quelque chose que tu voudrais dire à ceux qui souhaitent débuter ou ceux qui savent pas trop où aller? Peut-être la première question à se poser de fond, c'est dans le fond, pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça? Qu'est-ce qui est important pour moi et pourquoi je veux le faire? Et c'est ce pourquoi qui doit nous suivre et nous aider à faire des choix qu'on fait par la suite et qui est le cœur quelque part de ce qu'on va créer. Parce que souvent, j'entends que les personnes qui veulent devenir entrepreneurs et encore plus infopreneurs le font parce qu'elles ont envie d'être libres et elles finissent par créer un système où elles se retrouvent enchaînées parce qu'il faut être à telle heure, à tel endroit, etc. et qu'elles sont plus libres du tout. Donc, posez-vous vraiment la question, dans le fond, pourquoi je veux le faire? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et comment je fais en sorte que ce que je construis va effectivement m'apporter ce que j'espère? C'est vrai de partir du pourquoi et de partir de sa passion aussi, hein. Parce que toi, tu es passionné, donc si tu n'aurais pas été aussi passionné, peut-être que tu n'aurais pas pu
aujourd'hui faire des coachings. Donc c'est vrai que le pourquoi est de mettre en place des choses concrètes, de suivre des formations qui vont nous apporter de la qualité, qui vont nous aider à avancer, même si on dépense, ça sera le temps qu'on gagnera par la suite. Donc vraiment se concentrer sur soi, d'investir sur soi financièrement, c'est ce qui manque aujourd'hui, et de se faire confiance, hein. Comme toi, tu t'es fait confiance parce que tu as commencé avec ton burn-out, tu t'es dit je vais faire du coaching et petit à petit, tu as acheté ta formation, tu t'es développé sur Internet, tu as écrit ton livre. Donc c'est vrai que c'est un beau parcours que tu mérites, hein, puisque tu as travaillé pour en arriver là. Et c'est vrai qu'il faut motiver les gens à croire en soi, surtout ceux qui étaient en burn-out. C'est un très bon conseil qu'il faut dire aux gens. C'est vrai que la confiance en soi est la base de tout, hein, et de persévérer aussi, de persévérer sur les réseaux sociaux, de persévérer sur son site internet, de pas lâcher. Parce qu'il y a des personnes qui ont beaucoup moins de compétences que soi et qui arrivent à développer leur site internet, leurs réseaux sociaux, etc. hein, parce qu'ils ont persévéré tout simplement. Voilà. Et ben merci beaucoup pour cette interview. Donc j'espère que l'interview vous ouvrira les yeux sur vos projets à venir et facilitera vos pas dans le monde de l'entrepreneuriat. Astrid Le Fur, c'était un plaisir de t'avoir accueilli dans mon interview et j'espère que tes futurs projets se réaliseront. Donc 2023, ta deuxième formation et puis j'espère qu'on aura la suite. Donc nous aurons bien sûr l'occasion de faire une deuxième interview pour 2023 pour connaître un petit peu ton cheminement. Hein. Donc si vous avez des questions à poser à Astrid, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous laisse également en barre d'infos son site internet, sa chaîne et le lien de sa formation. Et nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle interview avec un entrepreneur qui commence aussi sur le web et qui est passionné. Merci Astrid et à bientôt. Merci à toi.